Mais pour comprendre ce qui se passe dans le monde, vous aurez aujourd'hui, pour tout vous expliquer, Madame Marceline, Bonjour. Monsieur Dorinal, Bonjour Gérard, bonjour tout le monde. Monsieur, oui, bonjour, Monsieur Marajou, Bonjour jeune homme, bonjour et à puis tous. Christian Boutin. On dit bel bonjour. Oui, là, c'est ce que bien. Je vous sers mon édito. Hein, vous allez apprendre beaucoup de choses. N'est-ce pas? Alors, ça s'appelle ultra-crépidarianisme ou quand l'ignorance parle plus fort que le savoir. Aujourd'hui, tout le monde sait tout sur tout, tout le temps. Médecine sans médecin, économie sans économiste, géopolitique sans géopoliticien, justice sans juriste. Un mot décrit parfaitement cette époque, je vous l'ai déjà dit d'emblée, c'est l'ultra-crépidarianisme. Je vais vous expliquer. C'est parler de ce qu'on ne connaît pas. Aucun d'entre vous ne se reconnaîtra dans ça. Parler de ce qu'on ne connaît pas avec une assurance totale. Avant, on se taisait quand on ne savait pas. Aujourd'hui, on hurle, on crie. Le problème, ce n'est pas l'erreur. Le problème, c'est surtout l'arrogance de l'ignorance. J'ai un peu regardé la télévision ces jours-ci. Le problème, c'est la certitude sans savoir, le jugement sans méthode, l'opinion sans preuve. Sur les réseaux, dans les débats, sur certains plateaux, vous n'êtes pas concerné, ce n'est plus l'analyse qui fait l'audience, c'est le clash. Ce n'est plus la compétence qui compte, c'est le volume sonore. On a mis sur le même plan le chercheur et le complotiste, le spécialiste et l'improvisateur, le fait et la rumeur. Même niveau, même temps de parole, même légitimité. Résultat, la vérité doit désormais se battre contre le bruit. L'ultra-crépidarianisme est devenu un danger démocratique parce qu'une démocratie qui décide sur l'émotion, sur l'instant, sur la colère, c'est une démocratie manipulable très facilement. Le savoir dérange parce qu'il est complexe, parce qu'il prend du temps, parce qu'il oblige à douter. L'ignorance est facile, elle est rapide, confortable, spectaculaire. À force de tout commenter, sans rien maîtriser, on ne libère pas la parole, on la dégrade. Et dans ce nouveau monde où l'ignorance fait beaucoup de bruit, ce ne sont pas les plus compétents qui gouvernent les débats, ce sont les plus bruyants. Alors l'expression de base, c'est cordonnier pas au-dessus de la sandale. Je vous explique. Elle vient d'une anecdote rapportée par Pline l'Ancien. Le peintre grec Appel, il exposait ses tableaux pour recueillir les critiques dans la rue parce qu'il estimait que c'était la meilleure façon de juger de son œuvre. Un cordonnier remarqua que la sandale de personnage était mal représentée. Il le lui fit remarquer et Appel reconnut son erreur et il corrigea la sandale. Le lendemain, enhardi, le cordonnier critiqua aussi la jambe, puis ensuite le genou et tout ça. Là, Appel lui dit non, arrêtez, mes frères, non, pas au-dessus de la sandale. La sandale, vous comprenez, c'est crépidam, c'est le mot. Donc, ultra, c'est pas très, c'est au-dessus de la sandale, péla, quoi. Tu connais pas, tais-toi. Jingle. À partir de 2026, l'Union européenne va simplifier en profondeur les règles de la politique agricole commune. Moins de papier, moins de paperasse, moins de contrôle, plus de souplesse nationale. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour la Martinique? Ça sert à quoi? La Guadeloupe et la Guyane, naturellement. Emmanuel va plonger dans les méandres de la PAC. La PAC, politique agricole commune. C'est la politique qui régit l'agriculture dans les pays d'Europe et donc chez nous, puisque nous faisons partie de l'Europe, je vous le rappelle. Et donc, il est question de travaux de simplification de la PAC dont bénéficieront nos agriculteurs. Alors, avant de rentrer dans le détail des simplifications qui sont proposées et qui sont annoncées et qui seront actives en 2026, j'ai quand même interrogé les différents représentants de quelques filières agricoles. Aujourd'hui, ils ne savent pas vraiment ce qu'il en est, donc il y a quand même une inconnue. Donc c'est quelque chose qu'on attend avec intérêt, mais tous me disent, je ne sais pas de quoi tu parles vraiment, en tout cas si c'est vrai, c'est tant mieux. Donc voilà la réalité. Ça veut dire que ce programme de simplification n'est pas encore descendu réellement chez les opérateurs chez nous. Sinon, ce qu'il faut retenir de ce qui est prévu, donc ça va rentrer en vigueur en 2026, c'est quand même une série de simplifications, avec notamment des simplifications administratives. Donc la logique, c'est moins de paperasse,
plus de souffle pour les agriculteurs, avec des démarches allégées, avec notamment une seule visite de contrôle par an pour pouvoir octroyer les aides, et puis globalement des règles plus flexibles. Tout ça, ça fait écho aux manifs qu'on a pu voir en Europe ces derniers temps, où les agriculteurs montaient vent debout contre la pression des règles européennes. Donc là, je pense qu'il y a une entente qui se manifeste maintenant. La deuxième chose, c'est on a le sentiment à travers ce qui est annoncé que la PAC, l'Europe, enfin comprend la réalité de notre agriculture dans nos territoires. Donc ça ne reste pas juste une vision européaniste de l'agriculture, on tient compte des réalités locales. Ouais. Et donc des environnements, de la taille de nos exploitations, des reliefs particuliers qu'il y a chez nous, des climats, parce que, en effet, jusqu'à présent, le sentiment que l'on a, c'est que les règles européennes en matière d'agriculture sont définies pour des zones tempérées, alors que nous avons des particularités. Nous sommes dans un environnement tropical et ça implique quand même beaucoup de choses. Et donc, en matière d'aide, on se rapproche du terrain. Ce sont des aides aussi qui seront plus actives pour tous les agriculteurs qui feront des efforts en matière environnementale et en matière climatique, enfin de mesures adaptées au climat, avec notamment des paiements plus immédiats, plus directs, directement auprès des exploitants. C'est ce qu'on appelle l'éco-régime, qui permet aux exploitants de toucher directement l'argent. Et puis enfin, la troisième grande idée à retenir, c'est parce qu'il y a toujours ce débat qu'on entend même chez nous, c'est les grandes exploitations exportatrices empêcheraient la diversification. Donc là, la PAC dit non, il faut consolider ce qui marche bien, donc la canne, la banane, et il faut ouvrir la diversification, mais ne pas opposer l'une à l'autre. Donc la logique est de sécuriser l'existant et de déployer des aides spécifiques, notamment pour les filières de diversification agricole. Voilà donc ce qu'on peut retenir. Et puis ce travail de la PAC, en réalité, résulte en partie d'un travail qu'il faut saluer, qui sont les acteurs d'Eurodom, qui sont des lobbyistes antillais, guyanais, enfin, qui réunissent un peu tous les mondes des zones, des territoires ultramarins, et qui travaillent d'arrache-pied avec l'Europe, notamment pour pouvoir obtenir ces assouplissements et ces regards adaptés à la réalité. J'avais vu passer un dossier qui devait être soumis justement, ça fait quelques mois, aux instances européennes, et l'un des arguments clés était que la sophistication et la complication administrative empêchaient aux petits agriculteurs d'avoir accès à ces fonds. Oui. C'est très complexe, très difficile. Ben oui, mais il n'avait pas les moyens. Alors que les grosses spéculations avaient les moyens. Suivez mon regard. Exactement. Dis-je en te regardant intensément. Oui, absolument. Non, mais c'est une réalité. La réalité, c'est que les petits agriculteurs n'ont pas la structure, l'infrastructure pour pouvoir faire face à la complication administrative des dossiers européens. Je vais présenter le prochain sujet et celui qui devra le traiter va parler directement, parce que je n'ai pas noté qui c'est. Alors, je le présente. Lutter contre la vie chère passe-t-il désormais par le numérique? En effet, j'ai découvert quelque part une information qui va dans le sens de la promesse portée par le projet de loi de Manuel Valls de régler le problème de la vie chère par les plateformes, par le numérique. Et effectivement, c'est un système qui s'appelle Isleden. Je crois que c'est toi. Oui, tout à fait. Moi, j'ai parlé, vas-y. Oui, alors, feu le projet de loi Manuel Valls, oui. je crois qu'on peut dire ça, considérait qu'effectivement, les coûts seraient réduits pour le consommateur si on pouvait accéder à une plateforme numérique et si les questions de logistique étaient modernisées. Ouais. Et le consommateur gagnerait. Et il gagnerait. Et donc, il y a une plateforme qui s'appelle Isleden, comme tu l'as dit. C'est une plateforme qui a été créée par un monsieur No, qui est originaire de La Réunion. Et cette plateforme ne concerne que des pays de l'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion et Mayotte. Et le principe de cette plateforme, c'est qu'elle est en collaboration principalement avec des grossistes.
et les catalogues et les stocks sont d'accès immédiat pour tous, ce qui fait que les commandes peuvent être gérées en même temps. Et le principe de fonctionnement, c'est que quand les commandes sont faites, c'est livré directement dans les entrepôts de Isleden. Et Isleden a ses entrepôts à Paris parce que c'est plus simple compte tenu que ces livraisons se font dans l'outre-mer. Et Isleden se charge de toutes les démarches, y compris administratives, c'est-à-dire qu'elle fait le groupage, elle fait les démarches douanières, elle a un partenariat avec la Poste pour que la livraison soit à domicile. Donc, a priori, donc pour le consommateur, c'est tout bénef, puisqu'il il a une livraison, une commande, il a une livraison dans des délais rapides, à moindre coût, sans avoir à faire de formalités. Et Isleden est allé plus loin à l'occasion de la Black Friday. Oui. Elle a ouvert aux consommateurs à Amazon, c'est-à-dire que les personnes pouvaient commander des produits disponibles sur Amazon au même coût que le consommateur hexagonal. C'était une expérience. Et la question, donc, a priori, on doit saluer. Et il faut quand même comprendre que à partir du moment où tu as la plateforme a accès à des grossistes et qu'elle a une échelle qui n'est pas celui de chaque territoire pris individuellement. Donc, tous les coûts sont différents et la gestion de la logistique peut être effectivement modernisée comme l'avait envisagé Manuel Valls. La question qu'il faut se poser, si le consommateur semble gagnant, mais qui gagne finalement au bout du compte? Ce qui gagne au bout du compte, c'est le producteur extérieur, qu'il soit français ou extérieur, c'est le distributeur qui soit extérieur, le distributeur extérieur qui soit français ou extérieur. Les équipeurs, ce sont les entreprises et les commerçants martiniquais. Il ne faut pas se faire d'illusions quand même. On ne peut pas s'imaginer qu'il y a toute une partie des marchandises qui vont échapper à un secteur sans que ça n'ait de conséquences sociales et économiques pour la Martinique. Le même consommateur qui va acheter moins cher certains produits va peut-être lui-même être salarié d'une entreprise, son enfant, son parent, etc. Donc il y a un coût. Et il y a surtout, moi je trouve que ça accélère la dépendance de la Martinique vis-à-vis de l'extérieur et que ça ne développe absolument pas la démarche et la vocation des Martiniquais et des politiques de vérifier, de voir comment on peut mettre en place de véritables filières pour pouvoir développer une certaine autonomie ou pour réduire la dépendance qui est fatale quand on est une île. Oui. Donc moi je trouve qu'il ne faut pas s'arrêter à l'effet immédiat, il faut aller étudier les effets plus lointains, qui sont des effets pervers et qui peuvent être plus préjudiciables à la Martinique. Je te dirais, comme il dit, que tu es excessivement généreuse, dans la mesure où on sait que c'est l'alimentaire qui a un différentiel de quarantaine de pourcents, 38%, et puis le reste, c'est la tomate 13%. Donc, à mon avis, c'est plus une incitation à la consommation. Et j'irais même plus loin, on réinvente l'économie de comptoir avec ça. Je trouve que cette idée n'est plus jamais dans la tête d'élus. Je trouve que c'est de la folie. C'est pas des élus, hein. C'est pas des élus, c'est un entrepreneur privé. C'est lui qui a créé la plateforme. On est d'accord, mais que ça soit intégré dans le projet de loi Valls, que ça soit porté comme étant une solution pour régler le problème de la vie chère, c'est une décision d'élus, de gouvernement. C'est pas une décision. Le projet de loi, il n'existe plus, le projet de loi. Il n'y a pas de décision des élus. Moi, je pense qu'on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais on ne peut pas leur reprocher plus que ce qu'ils n'ont fait. C'était un des chapitres de ce projet. C'était un des chapitres de ce projet, et je trouve que ça a émergé dans un milieu politique qui consistait finalement à introduire une qui aboutissait, comme tu l'as très bien dit, à faire de la Martinique un territoire de consommateurs et non pas de producteurs, et donc à réinventer l'économie de comptoir duquel on essaie de sortir. Il ne faut pas qu'on se pose sur les petits détails. Ce n'est pas extrait étroitement du projet Valls, mais c'est sûr que Valls a ouvert la porte. Conceptuellement, il avait les idées en disant on va mettre des plateformes là et puis on va chuinter un petit peu les gros vilains méchants, comment ça s'appelle, les grossistes, ça fait les importateurs. Oui, les importateurs. Pourquoi je veux compliquer les choses? La grande distribution. Voilà, donc ça, c'est beaucoup plus... Donc ça, c'est du pipeau. 13 jours de négociations pour un résultat jugé décevant, ça compte pour nous, cette histoire de COP, vous avez compris, la COP 30.
Donc 13 jours de négociation pour un résultat jugé décevant. Aucune mention claire de la sortie des énergies fossiles dans l'accord final de la COP 30. Est-ce que la diplomatie climatique est morte? Où est-ce qu'on en est, Emmanuel? Oui, ben la COP 30, c'est la 30e COP. Oui. Ça veut dire que le monde se réunit régulièrement sur un sujet existentiel, qui est le réchauffement climatique, avec toutes les conséquences que l'on connaît maintenant très bien, qui sont documentées par la science, par tout le monde. Le diagnostic n'a plus besoin d'être fait, il est clair. Et la question, c'est est-ce que les pays du monde parviennent à coopérer pour pouvoir corriger la trajectoire mortifère vers laquelle se précipite le monde? C'est ça la question. Et c'est vrai qu'on est chaque année, à chaque COP, un peu plus déçu que l'année précédente, parce qu'on sent bien qu'il y a de vraies réticences à transformer par de l'action concrète des politiques qui permettraient de réduire l'impact du réchauffement climatique sur la planète. Et notamment, là, il faut bien le dire, puisque alors là, ça a duré 13 jours pour aboutir finalement à un accord final qui ne cite même pas le mot fossile. Ça veut dire que, alors qu'on sait bien que le problème, il est quand même là. L'énergie fossile, c'est ce contre quoi il faut lutter si on veut réellement combattre le réchauffement climatique. Donc c'est quand même très, très décevant. Alors on se rassure en disant oui, mais on a pu valoriser des pays autochtones, on a pu... Donc voilà, on se donne bonne conscience sur des petits sujets, mais le sujet central, malheureusement, n'est pas correctement traité. Ce qui ne veut pas dire que les COP sont inutiles malgré tout, parce que ça reste des grands moments de débat. Et je pense que c'est comme ça que la cause avance, parce que les gens, malgré tout, s'appuient sur ces rendez-vous pour mûrir leur conscience sur ces sujets-là. Mais bon, c'est une vraie déception. Et puis, on peut nommer aussi les États qui bloquent directement. Vous avez les États qui vivent de l'énergie fossile. Donc, l'Arabie saoudite, par exemple, s'est mis debout sur le frein. La Russie également s'est mise debout sur le frein. Et puis, pour d'autres raisons, vous avez les États-Unis qui méprisent beaucoup ces travaux maintenant. Voilà. Et puis même la Chine qui estime que c'est sa propre politique qui compte indépendamment de la politique de coopération. Donc vous avez des grands blocs du monde qui aujourd'hui, malheureusement, ne parviennent pas à coopérer pour le bien commun de la planète. Toi qui es un homme de communication, 1500 lobbyistes, 1500 personnes venues pour faire du lobbying anti-évolution. C'est efficace, ça explique Non, mais c'est compliqué parce que, oui, pendant ces 13 jours, tout est dit, tout est décortiqué, tout est analysé, donc il y a une mine d'informations qui sont partagées. Pour ceux qui prennent qui récupèrent les données qui sont partagées, là on a l'absolu... on a complètement ce qu'il faut faire en réalité. Oui, le panorama global. Le panorama global. Le problème, c'est les actes. Mais après, c'est la décision politique, c'est les axes politiques. Et puis, il faut dire que nos États dépendent malgré tout des faiblesses humaines de ceux qui les dirigent. Et puis là, parfois, ce sont des égos de certains. Et ça suffit pour corriger une trajectoire d'un État dans un sens qui n'est pas le bon, malheureusement. Je pense qu'il faut éviter d'être naïf. Quand on a un pays comme le Brésil qui organise une COP, c'est un scandale. Le Brésil, malgré Lula, vit en grande partie de son pétrole. Et il y a un État en face de Belém, de l'autre côté du fleuve, il y a un État qui s'appelle Amapá et qui vient de découvrir parmi les plus grandes réserves mondiales de pétrole. Et Lula a donné son feu vert. Donc, comment tu peux d'un côté organiser une COP, donner le feu vert pour l'extraction de produits fossiles, et puis dire que tu te bats. Et puis, tu parlais du lobbying. Les lobbyistes, ils font quoi? Ils font en sorte que les pays qui organisent la COP soient des pays producteurs de pétrole. Les précédents, c'était déjà ça. Mais bien sûr, les Émirats Arabes Unis. Non, il y a un moment, il faut arrêter. Pendant que tu as la parole, on va d'abord faire un petit jingle. Tu tiens la parole pendant le jingle. Je tiens. Jingle.
à chaque nouvelle affaire, la même question revient. Y aurait-il plus de corruption en Martinique qu'en France? Les chiffres existent, mais leur lecture est souvent trompeuse. C'est mon avis, un sujet pour Eddy. Pas de... Je partirai de ton avis et de l'avis qui est exprimé dans le texte que tu m'as fourni, et je vais lire ce qui est écrit. En définitive, il est inexact et intellectuellement contestable, c'est ça qui m'a un peu fait tiquer, d'affirmer que la Martinique serait plus corrompue que l'Hexagone. Bon. Comme diraient ceux qui ne veulent pas voir la vérité, ça dépend. Pour moi, ça ne dépend pas. Il est clair que ce n'est pas parce qu'on a plus de procès liés à la corruption qu'on est plus corrompu. Parce qu'il se peut très bien que des départements français échappent à ces procès parce que tout le monde ferme sa gueule. L'omerta. Alors j'ai été voir quel est le département où théoriquement on ferme le plus sa bouche. C'est théoriquement la Corse. Eh ben, vous avez des graphiques qui vont vous montrer que la Corse, c'est l'un des départements où il y a le plus de corruption liée aux actions judiciaires. Donc, vous l'aurez compris, la base de cette comparaison, ce sont les actions judiciaires. Oui, ce sont les procédures. Ce sont les procédures judiciaires. Et il n'y a que ça dont on dispose. Parce que, évidemment, les types qui font le ménage en matière de corruption, ils obtiennent gain de cause quand quelqu'un passe devant un tribunal. Bon. Et là, si on prend que ce critère-là, nous sommes les champions. Alors, quand je dis nous, c'est les Outre-mer. Nous sommes largement devant la moyenne nationale et la star en matière de corruption. Dans le dernier rapport de l'Agence française anticorruption, ils bossent, ces gens-là, c'est la Guadeloupe. Il faut quand même le rappeler. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut... Moi, ce qui m'intéresse, c'est les causes. Qu'est-ce qui explique que la quasi-totalité des territoires d'outre-mer devance sur le nombre d'actions judiciaires, d'affaires judiciaires, l'ensemble de l'Hexagone, bon, en dehors de quelques coins très classiques comme l'Île-de-France, la Corse, et puis, parce que la Corse n'est pas dans l'outre-mer, contrairement à ce que certains, Marseille, etc. Bon, la raison, pour moi, elle est extrêmement simple. Il y a une corrélation évidente entre le niveau de vie, le poids de la pauvreté et la corruption. C'est évident. Alors, quand je creuse un peu les affaires, pourquoi on arrive à choper des types qui sont corrompus? Parce que le petit qui est tout en bas de la chaîne de distribution de l'argent de la corruption n'a pas touché. On lui avait dit, mais Charles, mais ok, pour un petit 150 €, même si c'est 150 €, ça pas mauvais 150 € par mois. Et puis au bout de 6 mois, le mec, il a toujours passé 150 €. Eh ben, il parle à son beau-frère, qui parle à sa sœur, qui est douanière, qui parle aux policiers, et puis c'est parti. C'est comme ça. Le plus souvent, les affaires de corruption arrivent devant un tribunal en lien avec de la délation. Et la fameuse délation, d'ailleurs, l'exemple le plus parfait, c'est Madivial. C'est bien un des acteurs de la corruption qui dit au bout d'un moment, j'en peux plus, quoi. Alors les raisons, on peut toujours les chercher, mais il va vers la justice et il dit, j'ai triché, j'ai touché et je suis pas le seul. Voilà. Et puis quand on commence à additionner, on s'aperçoit que c'est pas des chèques de 4 000 €, hein. C'est un montant total de corruption de plusieurs dizaines de millions d'euros. D'ailleurs, quand on a des organismes comme l'OLAF, qui est l'organisme anticorruption européen qui se mêle d'une affaire, c'est que le niveau est élevé. Et la dernière affaire en cours, c'est une affaire dans le Nord-Atlantique pour une spéculation agricole où on s'aperçoit qu'une toute petite coopérative fait l'objet de corruption, de détournement de fonds, etc. Bon, donc, misère, précarité sont source de corruption. C'est évident, c'est le cas dans beaucoup de territoires et de pays. Qu'est-ce que j'allais dire? Ça veut quand même pas dire que globalement on n'est plus corrompu. Là, je ne suis pas convaincu. On va pas. J'ai pas dit ça. Ah, J'ai dit que si on prend au moins un critère, je voulais là que on tu le est répètes. champion. Je voulais te le refaire dire.
Je m'entends. Devant les maires de France, le chef d'état-major des armées, vous avez entendu parler de ça, ça fait du ramdam, a livré un discours très alarmant sur les risques de guerre. On va être en guerre, l'Europe, la guerre, la Russie, la Chine et le désengagement américain. Puis il a surtout dit aux Français, vous n'êtes pas cap d'envoyer vos enfants à la boucherie. Je caricature, j'ai fait ça à la Maréjo, vous m'excuserez, vous n'avez pas le courage. Je ne suis pas très loin de la vérité, c'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous avez dit? À Christian développe le sujet. Pas quitter Maréjo, Moi, la première question que je me suis posée, je me suis dit, est-ce que c'est coutumier que le chef d'état-major vienne devant les maires de France? Ouais, c'est bizarre. Hein, ouais. Voilà. Si ce n'est pas coutumier, c'est exceptionnel, disons. Et ça interpelle. Bien. Et c'est vrai que ces propos ont été diversement commentés, puisqu'il a parlé de perte humaine, il a parlé de sacrifice. Les enfants se sacrifiaient. Il a parlé de guerre de haute intensité. Il a parlé de perte d'enfants. Donc ces mots-là sont très forts. Et ils refont vivre la mémoire, si je puis dire, des guerres, des 2 premières guerres mondiales. Rappelons que la Première Guerre mondiale, il y a eu 1 500 000 morts de France, autant de blessés. La Seconde Guerre mondiale, il y a eu 600 000 morts en France et peut-être plus d'1 million de blessés. Mais en Europe, ça fait plus de 25 millions de morts, la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est des moments d'une tragédie extraordinaire. C'est des moments qui sont à éviter, quoi. Bon, parce que la guerre, c'est aussi ce qu'on appelle une industrie de la mort. Occupation, déportation, viol, tranchées. Est-ce qu'on peut envisager ça aujourd'hui? C'est ça la réalité. En tout cas, pourquoi a-t-il dit ça? Alors, d'autres se sont dit, il y a une conclusion, enfin, comment dire, entre lui et Macron, il y a une relation, parce qu'il ne va pas dire ça sans autorisation. Des chefs des armées. Bon, et en fait, il attire l'attention des représentants locaux, des communes de France. C'est quand même interpellant. Alors, dans ce cadre-là aussi, on a une autre réflexion qui vise à s'interroger sur nous-mêmes, nous, ce qu'on appelle les francophones ultramarins. Ça concerne bien évidemment nos territoires, mais ça concerne aussi, on l'a vu, les pays africains francophones, les tirailleurs sénégalais, entre autres, qui sont, ou d'autres pays africains, par exemple en Côte d'Ivoire, où au moment où il fallait la guerre, on était tous français, et puis au moment où il fallait aussi indemniser, voilà, il y a eu des... Donc on peut s'interroger sur cette question-là. Alors, autre élément, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'en Russie, comment les choses sont, on a suivi les actualités récentes, même les négociations là, dans le cadre du plan, et on voit que M. Poutine est quand même assez carré sur ses exigences. Et on note aussi, selon les informations, que la population russe soutient la guerre, soutient l'idée que l'Europe attaque voilà. Donc, chez nous, le patriotisme n'est pas ce qu'il était il y a 50 ans, et à la différence de la Russie, où il y a un patriotisme qui est très, très net. Alors, pour terminer, je pose la question, et si ce général avait raison? Parce qu'il dispose peut-être d'informations que nous ne soupçonnons pas, parce que les Russes soutiennent, comme je l'ai dit, fermement Poutine, parce que le plan de paix américain aujourd'hui, on le voit aussi, ça patate. Mais maintenant, se poser la question, comment réintégrer la Russie dans un espace de coopération? Tout ça, ce sont les incertitudes de demain. Voilà, et on sait aussi que la volonté de Poutine de contribuer à la destitution de Zelensky est de faire des élections et d'installer un gouvernement qui serait pro-russe. Donc voilà une multitude de questions, si vous voulez, qui sont soulevées, à mon sens, par cette interpellation des chefs d'état-major auprès des maires de France. Nous vivons une très belle époque où les moyens techniques qui nous sont donnés nous permettent de mémoriser ce que certains ont pu déjà détailler devant nous, la guerre hybride, etc., que tu avais fait un sujet là-dessus, sur ce général, et puis aussi de chercher et de trouver, d'avoir tout de suite, vous avez compris de quoi je veux parler, d'avoir un panorama global de toutes les opinions sérieuses sur la probabilité et les modalités d'une guerre. Nulle part, je n'ai vu qu'il y aurait des Français qui iraient avec l'arme au poing, que les enfants iraient saigner. On parle de cyberattaque, on parle de guerre hybride, de tout ce que l'on veut, mais on ne parle pas du tout de ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Je ne sais pas. Plus le service civique. Moi, je pense que c'est des feux des feux follets, quoi, des feux pour attirer les gens, pour occuper. On a un président qui est en perte libre de...
J'arrête, tu voulais dire. Non, tu parles de la multiplicité des opinions. Il manque une opinion là, c'est celle du complexe militaro-industriel. C'est ça, voilà. Aussi, toujours. Et lui, il est permanent. Lui, il est Ben permanent. oui, les types, on parlait des lobbyistes tout à l'heure sur la COP 30. Ben, les mecs font leur boulot. Donc, ils ont envoyé une note au type en lui disant, bon, n'oublie pas de faire un peu peur aux gens, de manière à ce que les budgets... Vous avez vu les budgets? Le seul budget qui est en augmentation, c'est le budget de la défense. Bien sûr, tout à fait. Il y a un problème dans ce pays. En parlant de budget, la France est très endettée vis-à-vis du reste du monde, mais elle continue de percevoir plus de revenus qu'elle n'en verse grâce à ses investissements à l'étranger. Et il y a un théoricien, moi j'ai bien aimé ça, Elissa Sepoidi, qui dit qu'évidemment tout va bien, puisque notre économie, nos avoirs nous surpassent largement notre endettement. Donc tout va bien, Madame la Marquise. Moi, j'arrête pas de répéter ça. Les gens me regardent bizarrement. Par exemple, quand je dis que la Martinique est un pays ultra riche, les gens disent, man, arrêtez, les gens ne se posent jamais la question de savoir comment un pays comme la Martinique, je fais le focus sur la Martinique pour qu'on comprenne mieux quand on va élargir à la France, les Martiniquais, la France, peut-être qu'ils s'en foutent. La Martinique, chaque année, l'INSEE nous dit, je pense sous le contrôle de mon ami Emmanuel, nous produisons 10 milliards d'euros de richesse, ce qu'on appelle le PIB. Donc, tu prends de l'argent, tu enlèves. C'est un ménage. C'est comme dans un ménage. Hein, il y a deux colonnes. Tu gagnes de l'argent, tu enlèves tes dépenses, et puis il y a ce qui reste, c'est-à-dire la valeur ajoutée. On appelle ça le PIB. 10 milliards d'euros. C'est considérable. Mais chaque année. Donc, au bout de 10 ans, c'est 100 milliards d'euros. Côté là, j'entends aller. 100 milliards d'euros. Mais moi, je ne me suis pas intéressé à ça. Je me suis intéressé à l'argent qu'on gagne. J'ai interrogé un certain nombre de gens en disant, mais pour produire 10 milliards d'euros, il faut gagner de l'argent, en dépenser, et puis la différence. Dépenser, on sait à peu près. Gagner combien? 60 milliards d'euros. 60 milliards d'euros. Dans un 1000 km², il y a 60 milliards d'euros qui tournent chaque année. Mais ce n'est pas possible. Quand on prend ça et puis qu'on commence à diviser, parce que 10 milliards déjà, ça nous positionne, divisé par 400 000 habitants, pour moi c'est 400 000, hein. 400 000 habitants, ça nous positionne déjà dans le must du must de la Caraïbe. On doit être les deuxièmes, on est devant la Guadeloupe. En théorie. Mais bon, ça tourne. Hein. Bon, oui, parce qu'on voit là où ça ne tourne pas. Donc nous, ça tourne. Et quand on va diviser 65 milliards d'euros par les mêmes, on est où? On est très très largement devant tout le monde. Donc, et ça, on n'en parle jamais. Alors pour venir à ton sujet, les Français ne sont pas inquiets. La France, alors déjà Martinique, vous imaginez la France. Je crois que le montant des biens immobiliers français détenus par les citoyens, c'est 12 000 milliards d'euros. Donc ces messieurs, il n'y a pas personne. C'est ça. La France est un pays extrêmement riche, lié à la thésaurisation depuis des siècles. Et avec des avoirs à l'extérieur aussi. Exactement. Alors, ce qui est intéressant, et on va quand même en parler, c'est que chaque mois, aux États-Unis c'est chaque jour, mais chaque mois, la France vend un certain nombre d'obligations, du papier, pour avoir de l'argent venant d'investisseurs extérieurs, essentiellement des États, mais aussi des fonds souverains, des fonds d'investissement, pour pouvoir payer les professeurs, payer des ponts, enfin bon, vivre quoi. Elle ne touche pas son argent, elle emprunte. Pourquoi elle emprunte et elle continue d'emprunter et elle va continuer d'emprunter? C'est que ce que ça lui coûte, donc ce qu'elle verse en intérêt, on va dire ça comme ça, est évidemment bien moins important que ce qu'elle récolte dans ses investissements directs à l'étranger. Et c'est considérable. Et ça, évidemment, personne ne va en parler, mais en fait, le message, c'est les mecs, ne vous inquiétez pas. Une information qui m'est donnée par nos chercheurs, on a un pool de chercheurs, il s'appelle David Torres et Johan, que Houston, ça coûte très cher. Ils sont allés regarder, très 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 cher. Je vous dis, c'était, c'est du pipeau. Je pense que Emmanuel avait bien raison. Jingle. Vous vous rendez compte qu'on va parler d'une figure majeure afro-descendante du XVIIIe siècle, découverte aujourd'hui
C'est Daniel qui va nous expliquer ça qui était Necdala. Oui, alors j'avoue que l'idée m'est venue parce que Christian traitait d'instruments. Et je me suis dit, tiens, je lui ai dit, mais le jour où tu parleras du violon, eh ben moi, je vais parler en culture du Chevalier Saint-Georges. Et déjà, il faut savoir qu'il y a une pléthore de livres sur le Chevalier Saint-Georges. Oui. Hein, vraiment, il y en a énormément. Alors, il y en a qui sont romancés, genre Roland Brival, Guédé, Claude Ribes. Et moi, j'ai choisi de traiter celui de Pierre Bardin, qui est Joseph de Saint-Georges, le Chevalier Noir. Théoriquement, on a l'image. Oui, aussi. oui, tout à fait. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une multitude de notes et de renseignements. C'est-à-dire que tout ce qui est dans le livre, ce n'est pas l'histoire romancée, c'est l'histoire tirée des documents. C'est-à-dire que dans les livres précédents, quand on disait il y a un doute sur la date de naissance du Chevalier de Saint-Georges, il y a un doute sur on ne sait pas à quel moment il est parti, l'auteur va aller consulter les archives maritimes pour voir quelle personne... Parce qu'il y a tout. Dans les journaux, on dit tout. Qui part, à quel moment, sur le bateau, on dit quels sont les passagers. Et dans ce cas-là, donc, il y a des précisions. Et c'est ce qui m'a attiré dans ce livre, c'est le nombre de références qui sont des références vérifiables, archives. Et donc, le Chevalier de Saint-Georges, ce qu'on sait, les gens se disent, tiens, le Chevalier de Saint-Georges, il jouait très bien du violon, il jouait très bien de l'épée, il avait beaucoup de succès, et sa mère était une esclave et son père était un colon. C'est grosso modo ce qu'on sait. Mais l'histoire du Chevalier de Saint-Georges et de sa famille, c'est la multitude des transgressions de l'ordre social qui sont établies. Et ça, c'est fabuleux, parce qu'il naît quand même en 1745, donc nous sommes plus d'un siècle avant l'abolition de l'esclavage. Et son père, qui est donc effectivement un colon, est marié, et il a une fille avec sa femme. Et puis, quelques années après, il va être avec Nanon, qui est la mère du Chevalier de Saint-Georges, et il va avoir le Chevalier de Saint-Georges. Et à ce moment-là, il y aura une famille qui va exister, chacune en connaissant l'autre. Si bien que chaque fois que le père va partir, il part avec ses deux familles. La famille légitime et la famille qui n'est pas des héros, parce que tout le monde sait. Et quand il part définitivement, le Chevalier de Saint-Georges est très jeune, il va installer sa femme légitime à Agen et il va s'installer à Paris avec Nanon, la mère du Chevalier de Saint-Georges. Et à partir de ce moment-là, il va décider de donner à son fils, donc Joseph, une éducation de noble, mais il va arriver jusqu'à le faire, parce qu'il y a des actes notariés qui est en contradiction, des actes notariés sont en contradiction totale avec la législation de l'époque, où il va être anobli, puisqu'il s'appelle chevalier, mais pas parce qu'on lui a donné ce nom-là, c'est parce qu'il a effectivement le titre, qu'on a l'acte notarié, alors que normalement, les gens de couleur ne peuvent pas l'avoir. Il va être franc-maçon, alors que normalement, les francs-maçons ne sont pas admis. Et ensuite, cet homme, il va avoir une aura, une puissance extraordinaire. Il va être l'ami des plus grands puissants, puisque ça va aller jusqu'au roi et à la reine. Il va avoir des relations avec les nobles de Londres. Et puis, il va aussi, lorsqu'il y aura la Révolution, il sera un chef d'armée, puisqu'il va diriger la Légion des Américains, qui comportera notamment Dumas, qui est donc le général Dumas, et qui est le père du romancier. Et donc, cet homme a un parcours qui est extraordinaire. Et en ce qui concerne le musicien, pour permettre la transition à Christian, il a produit un nombre... Alors, il n'a pas seulement produit des concertos pour violon. Il a fait pour flûte et harpe. Il a fait des symphonies. Il a fait pour des quatuors. Et c'était il jouait donc très bien. Il était reconnu, je veux dire, par l'Europe. Ce n'est pas par la France seulement, par l'Europe. Il jouait très bien, mais il était également compositeur
Et il était chef d'orchestre. Il a dirigé plusieurs orchestres. Ça s'appelait des concerts à l'époque. Il a dirigé plusieurs concerts à l'époque. Donc, dans le monde de la musique, c'est une sommité. Et il a ce qu'on appelle des dédicats, c'est-à-dire que des auteurs connus lui ont dédié la musique. Donc, on a beaucoup à apprendre. Et juste pour terminer, moi, je voudrais saluer le travail de la Guadeloupe, le département qui a produit, il y a quelques années, ce livret sur le Chevalier de Saint-Georges. Mais jusqu'à présent, il y a un festival Saint-Georges à la Guadeloupe. Oui, exact. Et je salue notre confrère Brédon, qui s'occupe de la culture à Pointe-à-Pitre, parce qu'il y a une semaine à peu près, il y a eu le festival Saint-Georges annuel, où vous avez des artistes doués, reconnus en violon, et qui viennent se produire. Il y a un vrai travail au niveau de la Guadeloupe de reconnaissance. Il y a eu notamment un colloque où, en parallèle, Saint-Jean-de-Perse et le Chevalier de Saint-Georges. Donc, on a dans notre patrimoine commun, parce que le père, il est venu à la Martinique aussi, hein, donc il y a beaucoup de choses. Et donc, c'est avec bonheur que je me suis replongée dans la vie du Chevalier de Saint-Georges. Une proposition à vous tous les deux, c'est que tout de suite, on passe la symphonie concertante in G major, sans jingle. Allez, musique, vous voulez. Je te repasse la baguette de chef d'orchestre. Cette symphonie est interprétée par une formation de jeunes en Afrique du Sud. Ouais. Et ça montre encore une fois la dimension du Chevalier de Saint-Georges. Et bon, tu ne l'as peut-être pas dit, mais c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup parlé du Chevalier de Saint-Georges jusqu'à ce que, je crois que c'est un journaliste du Canard enchaîné qui avait fait le premier mot concernant Saint-Georges. Et il est réhabilité. Vous savez qu'à ce moment-là, on l'appelait le Mozart en noir. Il y a même un certain nombre de propos selon lesquels il était plus performant que Mozart, mais comme il était coloré, donc on peut imaginer, tout le temps on parle de contexte, que le contexte était peut-être plus compliqué, si vous voulez, en cette époque. En tout cas, on a choisi de prolonger effectivement les propos de Daniel à travers cette prestation qui est de très grande qualité, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Alors, comme tu l'as dit, Saint-Georges a composé beaucoup d'œuvres, hein, et on y accède de plus en plus effectivement à la connaissance. Alors, vous l'avez compris, je vais vous parler aujourd'hui du violon. Hein, je rappelle qu'on a parlé de l'accordéon, on a parlé de la clarinette, on a parlé de la trompette. Là, on va parler du violon. Alors, le violon a été créé en 1526 en Italie. Et les Italiens, très rapidement, ils ont promotionné le violon. Alors, ce qui est extraordinaire dans cet instrument, c'est que cet instrument, il correspond à la fois aux manifestations populaires que, si vous voulez, aux manifestations des nobles. Vous savez que, par exemple, le roi de France avait un orchestre de 26 violons. Donc, il faut savoir aussi que le violon est constitué, vous voyez la forme du violon, on va en parler tout à l'heure, il est constitué de 71 pièces de bois. Donc, les formes du violon amènent déjà des déclinaisons à plusieurs niveaux, comme on voit à l'image. On va pouvoir voir la prochaine vidéo. Il y a la violoncelle, il y a le violon, et il y a effectivement alors le violon alto, la contrebasse et la violoncelle. On va voir cette vidéo.
parce qu'effectivement, c'est la possibilité de voir comment le violon. Alors, vous voyez la forme de 8 aussi. Hein. C'est assez original. Tous ces instruments-là ont une forme en 8, en chiffre 8. Ouais. Et donc, alors, bien évidemment, nous avons adopté le violon très rapidement chez nous. OK? Et puis, les Malavois ont donné au violon ses lettres de noblesse. Donc, rendons hommage à Mano Césaire, rendons hommage à Jean-Paul Sohim, à Christian de Negri, à Jean-Luc Ponty, je ne m'appelle plus, mais en tout cas à tous ceux, et puis tous les jeunes qui sont avec Malavoie aujourd'hui, parce que Malavoie a intégré plein de jeunes qui travaillent le violon. On va écouter Malavoie à travers une improvisation de Christian de Negri. Sur la philo. La philo, merci, un titre de Paul Rosine. Ça c'est le feu. Je revois Christian de Negri avec un peu de douleur puisqu'il n'est plus avec nous, mais il était tellement investi dans les Malavois, d'ailleurs il répétait chez lui, à Jean Bête à un moment donné, voilà, et Christian de Negri, Mano Césaire, tous ces gens-là, ils ont porté, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des écoles de violon en Martinique, mais c'est un sujet que nous devrions, à mon avis, approfondir. Parce qu'il serait bien, effectivement, que le violon, qui est un instrument qui demande de la technique, qui demande de l'identification des cordes, vous savez que, par exemple, les violons s'accordent à la quinte, par exemple, à la différence de d'autres instruments. Et puis, le violon, c'est aussi la connaissance de l'écriture. Vous voyez, les partitions. C'est très important de pouvoir comprendre l'histoire du violon et l'histoire des grands compositeurs qui ont effectivement enrichi, si vous voulez, le violon dans les musiques. Alors, dans les musiques créoles, le violon a pris sa place, et surtout dans le jazz. Et d'ailleurs, au XXe siècle, alors j'ai pensé à Didier Lockwood, qui a eu l'occasion de venir ici à la Martinique. Et Jean-Luc Ponty. Jean-Luc Ponty, bien sûr. Voilà. Et j'ai choisi pour Gérard une vidéo qui s'appelle la vidéo de Regina Carter. Pas Regine Darling Carter. Regina Carter, c'est une violoniste de jazz dans un festival à Nice. Écoutons. Voilà, Regina Carter, c'est merveilleux. On aurait bien aimé entendre plus longtemps, mais enfin, il y a les contraintes de l'émission. Voilà, et bien écoutez, ce qu'on peut espérer, encore une fois, c'est que dans nos écoles, on puisse connaître aussi cet instrument, comme tous les instruments d'ailleurs, et il est évident que la musique, son apprentissage dans le civisme, c'est des éléments importants dans la connaissance. L'apprentissage de la musique, c'est l'apprentissage d'un langage, c'est une expression. Vous savez, moi je joue de la musique et j'ai parfois dans un studio, on répète au Robert, il y a toujours des musiciens qui répètent là. On a la même passion, on a des répertoires différents, mais on a la même passion, celle de ce langage qui nous amène collectivement à transcender, quoi, et puis à échanger de façon créative, voilà, et humaine, j'ai envie de dire. Donc, ma forte recommandation, c'est effectivement, prenez soin des écoles de musique, faites en sorte que la musique joue de plus en plus son rôle éducatif et structurant, voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'envoyer monter, mais enfin, vous monter, mais si vous voulez, il est important. Le professeur de ces garçons de Negri, Césaire, Sohim, était M. Calonne. Calonne qui était un surveillant au lycée.
et qui habitait boulevard avenue Jean Jaurès, à proximité de la place Abbé Grégoire. Et donc j'habitais une grosse maison en bois, vieille maison en bois, des Mariannes. On était petits et donc j'étais bercé par le violon de ces personnes-là. Alors on avait essayé de me mettre là, mais ça avait fait, ça fait long feu. Mon bon violon m'a assis en l'air et puis papa n'a pas de violon. C'est le plus grand regret de ma vie. Donc chaque fois que je le voyais à la suite, c'était... Un petit clin d'œil en Oui, Guadeloupe à la violoniste du groupe Soft. C'est une femme qui joue admirablement du violon. Je lui fais un petit clin d'œil. Toujours plaisir de l'accueillir en Martinique. Oui. Rudy? À l'époque où j'avais une boîte de nuit, le mercredi, je consacrais ça à la soirée à la musique classique. Et j'avais découvert des violonistes martiniquais, notamment une violoniste qui joue dans Malavoie, magnifique. Et puis un petit clin d'œil aussi, il ne faut pas oublier au violon dans la salsa, avec Alfredo de la Fe, qui est un fanatique, dont Christian est fanatique. Ce qu'on pourrait faire, c'est faire tourner. Donc, la prochaine fois, tu vas faire le sujet musique. Non. Emmanuel. Laissons à César ce qui est à César. Alors, n'oubliez pas ce que je vous expliquais au début, c'est que quand vous voyez des gens qui crient très fort à la télévision, qui sont très sur d'eux, des gens qui pratiquent l'ultra crépidarianisme, zappez. Et puis venez ici où on doute, où on n'est pas sûr, on n'est pas certain. On n'est pas certain. La nuance. On ne sait pas très bien la nuance parce que c'est là que se trouve la culture. À la semaine prochaine.